Une étude a montré que... Je pourrais raconter n'importe quoi derrière cette formule et vous seriez ravis de vous faire avoir. Vous aimez que les choses soient triées, pesées, mesurées, classées. Vous croyez plus une idée qui soit pas le résultat d'un vilain calcul. Mais vous oubliez, chers amis, que nous, êtres humains, nous sommes humains justement parce qu'on ne tient pas entre des 1 et des 0. D'après une étude de l'université d'Oxford, Nous venons de publier une étude sur ce sujet. Dans une étude publiée en juin 2021, selon certaines études, Les études montrent toutes. sommes-nous un simple corps? Des neuroscientifiques se sont penchés sur la question. L'amour n'est-il pas plus que de la biologie? Parce qu'il y a des études, ça c'est très clair. Studies have shown C'est à la science qu'on demande de trancher. Il y a des études qui l'ont montré aux États-Unis. Les hommes ne sont pas des pierres. En tout cas, ça défouraille. Et puis il y a de la cartouche. Les études montrent, à proportion que les yeux se ferment, on a tellement laissé à la science le monopole de la vérité qu'on se considère même plus capable de comprendre quoi que ce soit de façon légitime si ça n'a pas été validé par une étude. on dit parfois que les yeux sont le reflet de l'âme. Mais ça reste difficile à prouver scientifiquement. J'ai pas besoin d'une étude pour comprendre intuitivement ce qu'il y a dans un regard et qu'un regard, effectivement, me dit beaucoup de la personne. Je peux pas prouver mon ressenti, mais le seul fait de le ressentir suffit à me donner l'intime certitude que mon ressenti est conforme à une réalité. La science jouit d'un prestige qui est celui de l'exactitude, tandis que la nature humaine perd de plus en plus de crédit du fait qu'elle est faillible et sensible. Le bon sens et l'intuition ont ce défaut inouï de ne pas être chiffrables. Quelle est la réalité derrière? Quels sont les chiffres? En conséquence, vous êtes assis dans un parc et vous regardez votre téléphone pour savoir quel temps il fait. On s'en remet à la machine parce qu'on la suppose exacte, et à se contenter de savoir, on finit par plus comprendre. La première tribu est tentée par un scientisme qui se traduit par les chiffres. Pour certains de nos collègues, sans chiffres, sans statistiques, il n'y a pas de connaissances scientifiques. On peut définir le scientisme comme l'imitation de la méthode scientifique dans des domaines qui ne sont pas ceux de la science, comme la croyance que la science est la seule voie d'accès à la vérité, que la science peut tout expliquer et que ce qu'elle ne peut pas expliquer n'existe pas. Le scientisme, en gros, c'est l'idée qu'on peut rien dire sans citer une étude sur les primates. Petit à petit, c'est l'intuition et le bon sens qui se perdent, la capacité de sentir et de comprendre au-delà des chiffres et des statistiques. Il y a quelques années, aux États-Unis, un groupe d'enseignants a voulu montrer les biais idéologiques qui gangrènent la recherche universitaire en envoyant des études bidons à des revues spécialisées. Alors même si l'objet de leur démarche, c'était la politisation de la recherche et pas le scientisme, elle illustre très bien ce qu'est le scientisme et la manière dont l'étiquette scientifique peut faire gober tout et n'importe quoi. By this point, several of these papers have been accepted in highly respected journals, and one that claims that dog humping incidents can be taken as evidence of rape culture has been officially honored as excellent scholarship. Donc vous avez compris, ils ont réussi à publier une étude où ils montraient que la sexualité canine était une illustration naturelle de la culture du viol. Cette fascination pour la science détruit le sens commun et on en vient à rejeter toute croyance non scientifique, ce qui équivaut en fait à une négation de la valeur et de la dignité humaine. C'est pas une opinion, c'est un fait scientifique sur lequel il y a un consensus dans le domaine de la psychologie expérimentale. La vérité, c'est que notre expérience, elle est à mi-chemin entre les faits et les opinions. Le monde compris par la science, c'est pas tout à fait celui dans lequel on habite. On perçoit l'eau et la glace comme deux choses différentes, même si la science les classe comme une substance unique. Donc, si on veut comprendre les comportements humains et les institutions sociales, c'est notre rapport au monde et nos croyances qu'il faut interroger, comme le soulignait Hayek dans son livre sur le scientisme. La même vérité se retrouve généralement partout où nous avons à expliquer la conduite humaine envers les choses. Elles ne doivent pas alors être définies d'après ce que nous pourrions découvrir à leur sujet par les méthodes objectives de la science, mais d'après ce que la personne qui agit pense à leur sujet. Autrement dit, ce qui compte en sciences humaines, c'est pas la vérité objective des énoncés qu'on tient pour vrais, mais le fait que les gens les croient vrais et agissent en conséquence. Il y a quelque chose de rassurant dans la rigueur scientifique, et clairement, je préfère être opéré par un médecin que par un type qui me ferait l'éloge de son intuition. Mais pour tout ce qui touche à l'homme, dans ce qu'il a de plus immatériel, de plus réfractaire
à la statistique et aux angles droits, l'intuition, la compréhension par sympathie, c'est encore ce qu'on a de mieux. Et renouer avec l'intuition, c'est soigner la nature humaine et conserver à la nature humaine un espace d'expression. Parce que, en dépit du ridicule qui semble y avoir aujourd'hui à parler d'âme ou d'esprit, chacun sent bien dans sa manière de vivre le monde, de vivre la vie, qu'il n'est pas qu'un assemblage d'atomes et que quelque chose en lui résiste à la matière. Le réductionnisme matérialiste résume le monde à ce qui est visible, et donc sans surprise, le langage, fait humain et spirituel par excellence, devait faire les frais du scientisme et de son encombrante maladresse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout à quel point le langage biaise la représentation du genre. On présente à des participantes et des participants des phrases comme celle-ci. Les musiciens sortirent de la cafétéria. À cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. Et de nouveau, on s'intéresse à le moment où notre cerveau va traiter cette phrase-là en fonction finalement de ce qui précède. Le cerveau a à peu près 100 à 200 millisecondes pour prendre cette décision. Comme vous avez pu le voir dans ces extraits, Pascal Gygax parle du langage comme d'une pratique dont les ressorts se situent entièrement dans notre cerveau et à un niveau si bêtement mécanique qu'il échappe à notre contrôle. De façon symptomatique, il ne dit pas « nous », en faisant référence aux gens comme à des personnes, il dit « notre cerveau », comme si on s'y réduisait, et c'est d'ailleurs une réduction qu'on retrouve chez tous les enthousiastes de même nature. Pour déterminer vers quelle interprétation notre cerveau se dirige quand il entend la forme masculine, ces études, comme on le voit, elles sortent le langage du cadre de son fonctionnement normal pour le placer dans les conditions artificielles de l'expérience scientifique. Alors, moyennant phrases incongrues et protocoles orientés, on fait des découvertes étonnantes. Pour prouver que quelque chose existe ou n'existe pas, je vous fabrique le protocole qui permettra de le faire à coup sûr. Sauf que, Dieu merci, on ne parle pas comme dans ces laboratoires. On est des êtres vivants, avec un corps, des yeux, une conscience. On parle toujours dans un contexte qu'on vit, qu'on ressent, et à partir duquel on interprète les phrases. Un contexte qui lève, dans la plupart des cas, toute ambiguïté quant à la façon dont il faut interpréter une forme grammaticale. On peut comprendre ce genre de cas à partir de la distinction que Bergson fait entre intelligence et intuition. L'intelligence, qui est solidaire de la méthode scientifique, elle doit figer ses objets, conjurer la fluidité du vivant pour opérer ces divisions. Parce que ce que l'intelligence fait, c'est toujours séparer et compartimenter. L'intuition, quant à elle, c'est justement la voie d'accès à ce qui est vivant et fluide. Comme l'écrit Bergson, le changement pur, la durée réelle, est chose spirituelle ou imprégnée de spiritualité. L'intuition est ce qui atteint l'esprit, la durée, le changement pur. Or, le langage, dans la réalité pratique de tous les jours, procède nécessairement de la durée, c'est-à-dire de la vie. Ça fait aucun sens de chercher à savoir ce qui se passe dans la tête des gens en dehors de cette réalité, puisque ce n'est qu'en elle que le langage fonctionne. Dans la vraie vie, on ne fait pas face à des phrases qui tombent du ciel, sans aucun rapport ni avec l'instant qui précède, ni avec celui qui suit. Chaque phrase qu'on entend, qu'on prononce, qu'on lit, on l'entend, on la prononce et on la lit dans le flux continu de l'existence sensible. Le langage, le vrai langage, il baigne dans des odeurs, des bruits, des désirs, des préoccupations, des intentions, des regards, un ton, soit tout ce qui est absent des conditions loufoques où on prétend cibler ses failles. Ce qu'il étudie, Pascal, c'est une contrefaçon du langage, et tout ce qu'il a réussi à montrer, c'est qu'un langage factice qui n'existe pas produit des effets que personne ressent. Semer de l'ignorance en noyant le poisson dans une multiplication de données. Cette question de l'écriture inclusive et la manière dont des chercheurs comme Pascal Gygax parlent du langage, c'est un exemple type de ce qu'est le scientisme et de la manière dont le scientisme déshumanise l'homme et mécanise le vivant. Ils vont se blottir dans les chiffres parce qu'ils préfèrent être à côté de la plaque au centième de milliseconde que s'approcher du vrai en tolérant l'incertitude. Et comme dirait le Petit Prince, ce ne sont plus des hommes, ce sont des champignons. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon.
Alors, si vous ne voulez pas vous transformer en champignon vous-même, je ne peux que vous recommander de faire vôtre la pratique humaine par excellence, la lecture. Je m'autorise une petite minute de pub. J'ai conçu un cours entièrement dédié à la lecture qui s'adresse à toute personne qui veut adopter la lecture comme pratique quotidienne. J'y donne des raisons théoriques et des conseils pratiques. Je vous explique pourquoi lire, comment choisir ses livres, à quelle fréquence lire, en quelle quantité, etc. Et à la fin, je propose un programme de lecture avec une présentation de chaque texte. La lecture, c'est probablement l'activité la plus saine qu'on puisse avoir, celle qui fait le plus de bien à son esprit, à son intelligence, à son imagination, à tout ce qui fait de nous des humains justement, et pas les cobayes passifs d'expériences farfelues. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description, vous aurez toutes les informations nécessaires, vous arriverez directement sur mon site. Et j'en profite également pour vous dire, ou vous rappeler, que je tiens une newsletter par le biais de laquelle j'envoie un texte chaque mercredi. C'est évidemment gratuit, et là aussi, le lien pour s'inscrire est en description. Je reviens à notre affaire. Ce cas est particulièrement révélateur du complexe des sciences humaines vis-à-vis de la science dure, qui les pousse à en imiter les méthodes et à troquer la compréhension pour un savoir dégradé. Le scientisme est hostile à la compréhension parce qu'il évacue par principe le cadre de toute compréhension. On comprend, au sens propre, à partir de notre articulation charnelle et affective au monde. Dans toute situation, on est toujours d'abord saisi par une impression d'ensemble, et le caractère affectif de ce qu'on perçoit, c'est pas une conséquence de la perception, c'est sa condition de possibilité. On ressent avant de percevoir. Voilà comment l'exprime le philosophe Bruce Bégou dans son livre sur la notion d'ambiance. Je perçois d'emblée quelque chose qui vibre comme agréable ou triste, paisible ou inquiétant. Et ce n'est qu'ensuite, grâce à son atténuation progressive, que je peux détacher de cette impression affective originelle des qualités sensibles, des informations objectives. Le fond affectif fonde le champ de l'objectivité. Toute découverte s'effectue à partir de l'affectivité. Je pense que j'ai pas besoin de préciser que le fond affectif est le grand absent des études du genre de celles menées par Pascal Gygax. Et voilà pourquoi le scientisme ne peut qu'échouer à rendre compte de l'expérience humaine, parce qu'il est dans la nature de son fonctionnement d'en négliger l'essentiel. L'expérience humaine est fondamentalement qualitative. Or, le scientisme se distingue par le fait de tout réduire à la quantité, au nombre, et de considérer que ce qui ne s'y réduit pas, d'une certaine manière, n'existe pas. Le scientisme, c'est de tout ramener à ce qu'il y a de plus simple et de plus matériel, et de considérer en toute chose leurs modalités les plus grossières. Comme le remarquait déjà René Guénon, il y a dans la modernité une hostilité au mystère, une phobie de l'incertain qu'on cherche à éradiquer au prix même de notre raison d'être. Parce que ce qui disparaît avec l'intangible, c'est tout ce qui donne du sens à la vie. En perdant de vue l'aspect qualitatif des choses, on perd de vue le fond moral de l'existence, le fait que notre manière de vivre le monde, de vivre les autres, n'a rien à voir avec la géométrie ou la physique des particules. Ce qui nous guide d'abord, c'est le sens commun, le sentiment intuitif de certaines valeurs, l'évidence continue qu'on n'habite pas le monde de la même manière que les objets. Le dernier effet du scientisme, et le plus pervers, c'est de miner la distinction fondamentale entre personne et objet. Dans l'esprit scientiste, on n'est pas des personnes, on est des cerveaux, et ils s'imaginent pouvoir comprendre tout ce qu'il y a à comprendre en entremêlant des câbles. Ils sont tellement obsédés par la matière qu'ils veulent rendre tangible ce qui par essence ne l'est pas, et on les voit fouiller le cerveau de toutes les espèces connues dans l'espoir de trouver la cause secrète de je ne sais quoi. S'ils pouvaient matérialiser le vide pour en mesurer enfin l'épaisseur, ce serait sans doute pour eux l'accomplissement définitif. La science, en se détournant des évidences, aboutit à une sorte de passion du souterrain. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on imagine quelque chose ? Si on s'amuse à regarder le cerveau d'un sujet amoureux, par exemple grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, ils cherchent la vie dans des scanners alors qu'il n'y a sûrement pas un meilleur moyen de lui tourner le dos à tout jamais. Ils oublient qu'on ne réagit pas en fonction de ce qui se trame dans notre cerveau, mais en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Et plutôt que de s'en tenir aux évidences, que quand je dis bonjour à tous, je dis vraiment bonjour à tous, ils préfèrent monter des expériences, les unes les plus tordues que les autres, pour mettre au jour le biais caché qui met à mal nos convictions. Et en fait, ça s'explique très bien parce que
La science est par essence portée vers la découverte. Elle est par essence dans un rapport d'opposition au sens commun. Et c'est très bien comme ça, s'agissant de la science au sens propre. La science, c'est l'avancée perpétuelle, on ne fait pas de la science pour découvrir ce qu'on sait. Mais donc, quand on joue aux scientifiques, nécessairement, on joue à découvrir. Or, le langage, pour rester sur cet exemple, comme il est neutre, une étude sur le langage ne peut qu'être portée par le vœu d'en découvrir le vice caché. Ça ferait aucun sens de dire « j'ai fait une étude pour montrer à quel point le français est bon et vertueux ». On peut que faire une étude pour montrer qu'il est mauvais et sournois. Et donc, la science humaine, qui veut fonctionner comme la science dure, finit par remplacer son mandat de transmission par un mandat de découverte, et plutôt que d'œuvrer au partage de ce qu'on a de plus précieux, elle travaille le cœur léger à son saccage méthodique. Si la science nous a permis de sortir d'un état sauvage, elle risque de nous y reconduire en étouffant l'esprit auquel elle avait d'abord donné de l'air. Le scientisme confine à une perte totale de sens, et voir la vie selon ses lois, c'est faire une croix sur l'enthousiasme. Dans un petit livre sur le sens de la qualité, Marcel Raymond rapporte 7 équations. Elle avait été établie par l'astronome Arthur Eddington pour calculer à quelle force le vent devait souffler pour que des vagues se forment. Et à la page suivante, Raymond rapporte l'extrait d'un poème anglais que Eddington lui-même avait cité dans son livre sur le même sujet. Donc je me permets de le lire rapidement. « Les vents folâtres soufflent sur les eaux. Toute la journée, ils les font sourire et resplendir des plus riches couleurs. Ensuite, d'un geste, la gelée arrête la danse et disperse l'enchantement. Elle ne laisse plus qu'une blancheur ininterrompue, un rayonnement accumulé de l'espace, la paix étincelante sous la nuit. » Est-ce que là, on n'a pas un tout petit peu plus envie de vivre et de poursuivre l'aventure? Et est-ce que ça donne envie de sortir de chez soi et de croire en quelque chose? Et là, ce que j'essaie de dire, ça vaut pour tous les sujets qui dépassent d'un tout petit peu la satisfaction de nos besoins primaires. En réalité, entretenir la flamme, c'est avoir des petites attentions, des petites surprises du quotidien avec l'être aimé qui vont permettre d'entretenir les sécrétions répétées d'ocytocine et de dopamine, ce qui va permettre, en fait, quelque part, d'entretenir le circuit de la récompense de votre partenaire et le vôtre. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Comment vous voulez intégrer cette explication dans votre rapport au monde? Eh bien, vous l'intégrez pas parce que à partir du moment où on pense l'amour en termes d'ocytocine et de circuit de la récompense, d'une certaine manière, ça vaut plus la peine de se lever le matin. Et même Einstein, qu'on peut pas vraiment soupçonner d'être hostile à la science, disait que la science sans la religion, sans une forme de foi, était aveugle. Autrement dit, pour tirer sainement profit de la curiosité qui nous pousse à examiner des rats, il faut ne pas être un rat soi-même. Parce qu'à force de mesurer ce qui se passe dans les têtes, ma foi, on perd de vue ce qui pourrit dans les cœurs. Implant electrodes in the brains of rats and start recording electrical signals as rats walk around. Well, once that was perfected, we decided to link the outputs coming out of this brain activity to a computer. Les scientistes considèrent que tout ce qui est vrai doit pouvoir se toucher en oubliant que le plus important est souvent impalpable. La science est incapable de répondre aux questions qui comptent le plus, et les acteurs des sciences humaines qui s'en inspirent se tuent à être exacts dans l'inessentiel. Comment ne pas ruiner tout sens des valeurs, qu'elles soient morales ou esthétiques, à partir du moment où vous dites ne croire au mal ou au beau que dans la mesure où vous pourriez en découvrir l'existence au microscope? Le règne de la quantité, pour reprendre un titre de Guénon, c'est nécessairement celui du relativisme, de l'équivalence générale. Chacun est différent, mais pas plus qu'une mouche, un chien ou un chat. L'obsession des moyens et l'oubli total des fins, sans lesquels la technique n'a aucun sens, c'est l'essence du relativisme scientifique et le terreau d'un monde sans vérité. La valeur est ressentie, elle est fonction de l'intuition, elle est inscrite dans le fond affectif de l'existence, et donc écarter le ressenti, c'est supprimer la valeur. Voilà comment Hugo parlait de l'intuition. L'intuition est à la raison ce que la conscience est à la vertu, le guide voilé, l'éclaireur souterrain, l'avertisseur inconnu, mais renseigné, la vigie sur la cime sombre. Là où le raisonnement s'arrête, l'intuition continue. Malheur au penseur qui n'en tient pas compte,
et qui n'emploie pas à sa philosophie et à la sagesse ce regard fixe de l'aigle intérieur sur le soleil moral. À se vautrer dans la technique et les outils, on perd non seulement son bon sens, mais le sens même de la réalité qu'on finit naturellement par nier. La réalité n'existe pas. La réalité est une construction sociale. Il y a quelque chose d'éternel dans ce qui est juste, beau et bon, et c'est tout ce que le scientisme ne peut pas voir par l'essence de son élan qui est celui de la nouveauté et de la découverte. Découvrir à tout prix, au prix même de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Découvrir des foutaises pour autant qu'on ait un article publié. Réduire la vie à un graphique pour autant qu'on se donne bonne conscience. Non seulement je découvre, mais je suis bon. Je coupe les ponts avec le vieux monde et j'ouvre les portes de l'Éden à venir. Mon Éden est un enfer, mais qu'importe, il est scientifiquement meilleur. En 2015, il a interconnecté le cerveau de 3 singes pour les rendre capables d'accomplir une tâche impossible à faire seuls. Depuis, l'expérience a même été renouvelée avec des humains. Bon, vous l'aurez compris, c'était pas une vidéo contre la science. Je voulais attirer votre attention sur une application indue de la méthode scientifique à des sujets éminemment humains, dont la composante humaine ne peut être traitée scientifiquement sans cesser, par cela même, d'être humaine. La vérité, le sens, le but, le bien, l'importance, c'est pas des faits scientifiques. Il y a des choses qui ne se mesurent pas, et c'est tant mieux. Il y a des choses qui se comprennent et ne s'expliquent pas, et c'est tant mieux. Parce que ce sont ces choses qui font notre humanité et qui conservent à notre vie une dignité et un sens. Le scientisme ne peut mener qu'à l'anomie et au chaos, et je conclurai donc sur ces mots de René Guénon. La matière est essentiellement multiplicité et division, et c'est pourquoi, disons-le en passant, tout ce qui en procède ne peut engendrer que des luttes et des conflits de toutes sortes, entre les peuples comme entre les individus. Plus on s'enfonce dans la matière, plus les éléments de division et d'opposition s'accentuent et s'amplifient. Alors, croyez en vous les amis, croyez en votre esprit, ayez foi en quelque chose qui ne soit pas susceptible d'être envoyé par Bluetooth. Ciao ciao et à bientôt.